Laurent Roland Tonekes, bonjour. Ahmed Arekba, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue. Merci. On démarre par l'événement du jour qui titre ce matin cadre de vie au Bénin. Le gouvernement annule 635 opérations de lotissement. C'est un secret de polichinelle que savoir que les opérations de lotissement dans notre pays sont parfois entachées d'irrégularités dans bien des communes. Et donc, il fallait à un moment donné prendre ses responsabilités et siffler la fin de la récréation. Parce que Dieu seul sait combien de personnes se retrouvent en difficulté du fait des opérations de lotissement anarchique peu orthodoxe dans une certaine mesure. Donc, oui, je crois que c'est une bonne décision, notamment pour protéger les intérêts des citoyens, notamment les intérêts de l'État, de nos communautés. Parce que, vous savez, ces opérations de lotissement contribuent parfois à enrichir de façon illicite certaines personnes. Et même les voies d'accès parfois sont transformées en parcelles à vendre et ça fait la fortune d'un certain nombre de personnes. Je ne vais pas aller dans les détails, mais on sait que des communes sont championnes dans cette affaire dont on parle. Malheureusement, le problème s'est déplacé de la commune d'Abouin-Clavi et maintenant, le virus a quitté Abouin-Clavi et a pris d'autres communes. Donc, il fallait à un moment donné siffler la fin de la récréation. Je crois que cette décision contribuera à assainir le milieu des lotissements, des opérations de lotissement dans notre pays. Ça va beaucoup aider les populations. Une affaire qui fait grand bruit, Laurent Roland Tonekes, depuis hier. Le quotidien Matin Libre en parle ce matin à sa façon. Un militaire lynché à mort à Kobli. Le problème soja reste entier. Alors, j'ai été scandalisé de voir qu'un militaire a été lynché à Kobli. Et je crois qu'au-delà de ce qu'on peut reprocher au pouvoir en place dans la gestion de cette affaire du soja, ça ne saurait justifier des actes aussi barbares en la matière, au point où on en arrive à tuer un militaire qui est en mission pour la République. Oui, je suis de ceux qui pensent que de la manière dont le soja est géré au Bénin, ça n'arrange pas les producteurs. Bien au contraire, ça les appauvrit dans une certaine mesure. Il y en a qui ont été obligés de détaler parce qu'ils ont des dettes sous le coup. Et puis voilà, c'est difficile. Mais ça ne saurait justifier des actes aussi barbares où on en arrive à lyncher un militaire. Je crois qu'il y a 1000 manières de se faire entendre, il y a 1000 manières de revendiquer ses droits. Parce que le fait de tuer un militaire, ça peut changer la donne et ça peut ne pas être en faveur des paysans. Je crois que c'est à décourager, véritablement décourager. Je pense sincèrement qu'il faut décourager ce état de choses. En tout cas, sur le sujet, le quotidien Matin Libre estime que le problème soja reste entier, nonobstant les dernières mesures prises par le gouvernement. Écoutez, les dernières mesures prises par le gouvernement, je crois qu'on en a parlé largement sur ce plateau, pour dire que les mesures en réalité, ces mesures prises en conseil, est-ce qu'en réalité ça arrangeait les producteurs, les paysans. Et donc, on a pu réussir à démontrer que oui, ça n'arrange pas pour autant les producteurs parce que tel que c'est fait, il y a encore des pièges pour ces producteurs dans une certaine mesure. Mais cette situation ne saurait justifier des actes barbares au point où on arrive à tuer un militaire. Il vaut mieux réussir, peut-être se faire entendre. Je crois que il y a des députés de la localité. C'est vrai qu'on a vu les députés de l'opposition sur le terrain dénoncer un certain nombre de choses, interpeller le gouvernement sur la question. Et d'ailleurs, même au cours de la dernière rencontre avec le parti d'opposition, les démocrates, le chef de l'État, la question a été évoquée. Et donc, je crois que cette fois-ci, si les gens estiment que davantage ce que disent les députés de l'opposition, ils ne sont pas entendus, il vaut mieux qu'ils se rapprochent des députés de la mouvance, de la localité, des différentes localités. Peut-être que ceux-là pourront peut-être faire fléchir le chef de l'État, notamment dans la gestion de la filière soja. C'est la meilleure option pour moi. Il faut continuer de chercher toujours, aller au dialogue, aux négociations, aux discussions, aller au consensus, plutôt que de faire preuve de violence, ce qui ne nous honore pas, ce qui ne donne pas une bonne image, d'ailleurs, des différents acteurs. Avec le matinal, on peut lire ce matin Laurent Roland Tonekes, c'est un autre sujet, transport terrestre, la TVM payable exclusivement en ligne.
C'est un choix du gouvernement que de décider qu'on paye en ligne. Bon, ce n'est pas les raisons pour lesquelles on a décidé que les gens payent désormais en ligne, les raisons n'ont pas été évoquées. Est-ce que c'est payer en ligne qui va rassurer que quant à la mobilisation des ressources véritablement? Oui, c'est vrai que dans une certaine mesure... Parce que dans le même temps, justement, le paiement au niveau des guichets est désormais interdit. Oui, c'est ce que je dis. Donc oui, peut-être qu'on a besoin de plus de transparence. On a beaucoup besoin de plus de transparence. L'argent payé en ligne va où? Ça aussi, il faut chercher à comprendre. Parce que oui, quand on va payer au niveau des guichets, c'est vrai que au niveau des guichets, au niveau des différentes structures, on n'est pas loin des détournements, on n'est pas loin de la mauvaise gestion de ces fonds, d'accord? Payer en ligne, l'argent est payé en ligne sur quel compte? Qui contrôle ce compte, qui gère ce compte? C'est des questions qu'on peut se poser. Mais toujours est-il qu'en ligne, on sait que c'est centralisé à un seul endroit. Maintenant, on verra bien comment est-ce que ça va être orienté après. Le quotidien L'Indépendant aborde aussi le sujet, le débat citoyen, le paiement des impôts en toute transparence. Le même quotidien écrit ce matin, maillot d'amitié en coopération bénino-nigériane, talent gagne des étoiles, Laurent. Oui, je crois que le chef de l'État était hier chez Bola Tinubu pour discuter coopération bilatérale, notamment dans la gestion des dossiers qui concernent les deux pays, parce que, à suivre les propos des deux chefs d'État, c'est qu'on ne peut pas être aussi proche et ne pas profiter les uns des autres pour permettre à nos opérateurs, aux citoyens des deux pays, d'être heureux dans une certaine mesure. Et donc, je crois que Bola Tinubu a évoqué la question des opérateurs privés également, qui en réalité devraient être les premiers bénéficiaires de toute action politique, que ce soit du Bénin, du côté du Bénin ou du côté du Nigeria, dans une certaine mesure. Mais au-delà de ça aussi, je crois que la question de la contrebande aussi également a été évoquée par le chef de l'État, Patrice Talon, qui estimait que oui, dans cette gestion de la contrebande, il faut en faire en sorte que les intérêts du Nigeria soient préservés. Bien sûr. Oui, et donc je crois que c'est une bonne initiative que les deux chefs d'État se rencontrent, discutent coopération bilatérale, parce que oui, quand on regarde toute la frontière que partage le Bénin avec le Nigeria, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et parfois, c'est des manques à gagner pour les deux États. Et donc, il va falloir centraliser les efforts. Il y a je crois qu'il y aura comment vous appelez, des équipes interministérielles du côté du Nigeria et du Bénin qui vont travailler ensemble pour sortir peut-être un plan d'opérationnalisation de cette volonté des deux chefs d'État. Voilà. Et donc, oui, attendons de voir dans quelques semaines, dans quelques mois, ce que ça va apporter concrètement à l'économie béninoise. Je te veux dire que oui, il y aura une centralisation des actions maintenant qui ferait que, oui, en termes de mobilisation de ressources, ça pourrait mieux profiter aux deux pays, notamment au Bénin, parce que quand on parle de contrebande du côté du Nigeria vers le Bénin, c'est énorme. Et du côté du Bénin vers le Nigeria aussi, c'est énorme. C'est également énorme. Il y a beaucoup de produits qui sortent du Bénin sans contrôle, beaucoup qui viennent du Nigeria vers le Bénin sans contrôle, alors que ces transactions auraient pu permettre à ces deux pays de mobiliser des ressources en la matière, aussi de réfléchir réalisation d'infrastructures sur cette bande-là pour permettre à ces populations qui vivent au niveau des frontières des deux côtés de se sentir soit béninois pleinement ou soit nigérien pleinement. Allez, en tout cas, le quotidien Les Quatre Vérités nous annonce déjà que 43 produits sont autorisés d'entrer sur le territoire nigérian, très certainement au détour de cette rencontre. Oui, vous vous souvenez que sous Mohamedou Bouhari, il y avait eu certains produits qui avaient été interdits d'entrer au Nigeria. On sait comment ça a été difficile pour beaucoup d'opérateurs comme béninois. N'oubliez pas que quand vous voulez même faire rentrer un produit au Nigeria, il faut aller soumettre ça. Je crois ils ont eu le nom, là j'oublie le nom qui m'échappe. Il y a une norme au Nigeria, vous devez soumettre le produit à cette norme. Tant que vous n'avez pas l'autorisation, vous ne pouvez pas faire rentrer ce produit sur le territoire nigérien. Et donc, en dehors de ça, il y a d'autres produits qui étaient véritablement interdits. Je crois qu'aujourd'hui, avec cette décision, ça va être, et c'est pourquoi je parlais de la question des opérateurs économiques et privés, des opérateurs privés, ça va beaucoup impacter l'économie béninoise, parce que si les opérateurs économiques béninois peuvent envoyer facilement leurs produits vers le Nigeria, ça leur donne une plus-value. Et plus la demande est forte, parce que nous avons du côté du Nigeria plus de 300 millions d'habitants aujourd'hui. Donc c'est un grand marché
et qu'il faut explorer. Et en la matière, si vous arrivez à faire entrer votre produit qui est apprécié de l'autre côté et que la demande est forte, c'est que ça vous fait appel à une main-d'œuvre assez conséquente, donc création de l'emploi, des emplois, pardon, je dirais participation, croissance économique notamment, parce que dès que l'entreprise est viable et prospère, je crois que l'économie nationale aussi est impactée dans une certaine mesure. Des emplois sont créés et donc il y a un certain nombre de choses qui sont réalisées et ça c'est relatif du Bénin également. Pendant que donc le Bénin et le Nigeria se rapprochent, au niveau de la Cour de la CEDEAO, le Bénin est condamné à payer 20 millions aux Nigérians Sondé Igbo, Laurent. Oui, la manière dont Sondé Igbo avait été arrêté au Bénin, qu'il vous souvienne qu'il fuyait une arrestation du côté du Nigeria, et il devait se rendre en Allemagne, et fort malheureusement pour lui, à l'aéroport, il avait été arrêté. Je crois que le gouvernement de Muhammadu Buhari avait mis sa tête à prix. Et donc, c'est ça qui avait fait que le Bénin, en la matière, pour accompagner, parce qu'à l'époque également, on ne s'entendait pas pour autant avec le Nigeria. Et donc, tous les moyens pour se rapprocher du gouvernement Muhammadu Buhari étaient peut-être bons. Et ça a favorisé certainement son arrestation. Ça a conduit à son arrestation. Bon, maintenant, la CEDEAO condamne pour dire que la manière dont il a été arrêté, il a été détenu, c'était illégal. Et donc, oui, il fallait lui verser une caution. Et n'oubliez pas que quand vous appelez Sondé Igbo voulait la création d'un État Yoruba dans le nord-ouest du Nigeria. N'oubliez pas que le président qui est en exercice actuellement au Nigeria est un Yoruba, donc ça lui favorise beaucoup de choses. D'ailleurs, cette guéguerre entre Yoruba, Hausa et consort Nigeria a favorisé l'avènement d'un Bola Tinubu Yoruba à la tête du Nigeria, parce qu'à un moment donné, sachant que les Yoruba ne sont pas du tout négligeables au Nigeria, ça a certainement favorisé l'avènement de ce monsieur. Donc oui, peu ou prou, ça fait la bonne affaire de Sondé Igbo aujourd'hui. Et maintenant, on attend de voir si le Bénin va payer ses dommages à Sondé, parce que ce n'est pas la première fois que le Bénin est condamné à payer des dommages. Et parfois, ce n'est pas payé, parfois on s'entête. Bon, on attend de voir. J'ai vu sur les réseaux certains dire que le Bénin ne reconnaît pas les décisions de cette Cour. Par le passé, en tout cas, il y a eu des postures. Le Bénin ne peut pas ne pas reconnaître les décisions de cette Cour dès lors que le Bénin respecte les décisions de la CEDEAO, notamment par exemple en fermant la frontière avec le Niger. Je vous voudrais venir, Laurent Roland. Donc, si on respecte les décisions de la CEDEAO, on doit respecter les décisions de la Cour de CEDEAO. De justice de la CEDEAO. C'est de l'ordre normal des choses. N'est-ce pas? Allez, Dabaro écrit ce matin: incendie dans un dépôt d'essence de contrebande à Sémécraqué. Le gouvernement s'explique ce jour. Oui, on a besoin de savoir tout ce qui s'est passé. On a besoin de savoir quelles sont les mesures. C'est vrai que le gouvernement, il faut saluer les actions du gouvernement en la matière. La prise en charge de ces personnes brûlées, dans une certaine mesure. La gestion, en tout cas, qui a été faite de ce dossier jusqu'à un moment donné, avec les informations que nous avons eues. Je crois qu'il faut déjà féliciter le gouvernement. Maintenant, on a besoin de savoir davantage sur cette situation. Qu'est-ce qui était à l'origine de cet incendie? Combien de morts il y a eu au total, concrètement? Combien de personnes calcinées? Combien de personnes brûlées? Qu'est-ce que ça a coûté? Comment est-ce qu'on a géré ça? Est-ce qu'il y a eu une assurance qui a pris en charge les brûlés aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est prévu pour éviter à l'avenir de tels drames? Je crois qu'on a besoin de savoir tout ça. Et donc, oui, vivement que le gouvernement nous apporte toutes les clarifications autour de ce dossier pour situer les uns les autres et nous dire maintenant à quoi nous en tenir. Deux titres qui piquent ma curiosité ce matin, Laurent Roland Antonin. Le premier, enfin, c'est le second plutôt. On commence par le second, puis on verra avec le premier. Gascani Info, politique béninoise, l'insaisissable Nicéphore Soglo. Pourquoi insaisissable? Oui, on peut a priori dire que c'est un acteur politique assez insaisissable parce que vous le voyez, quand on regarde les différents schémas de Nicéphore Soglo à partir de 1996, oui, ça surprend à des moments donnés parce que oui, vous le voyez dans la posture d'opposant, farouche, après vous le voyez dans la posture de soutien, après vous le voyez dans la posture de modéré. Je vais prendre quelques exemples. Dans le même temps où
Nicéphore Soglo est en train de critiquer, est devenu opposant farouche comment vous appelez, de Boni Yayi. Personne n'imaginait que ce Nicéphore Soglo déciderait de soutenir certaines candidatures dans une certaine mesure. Mais pourtant, il a décidé de soutenir Patrice Talon. Il a fait ce qu'il pouvait faire pendant que ses enfants, certains, ont décidé d'aller soutenir Zissou, notamment les Hadi Soglo. Et donc, comment quelqu'un qui est un acteur politique de ce niveau, en réalité, on n'arrive pas à discipliner même sa famille au point où unanimement il parle. On me dira que, oui, en politique, chacun a ses convictions. Mais attention, ça ne se passe pas sous d'autres cieux. Ce n'est pas évident. Vous êtes famille républicaine, vous l'êtes à vie. Vous êtes famille démocrate, vous l'êtes à vie. Donc, malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a pu voir avec ce personnage politique. Mais après ça, on a pu voir que la même personne qui nous a chanté que Patrice Talon était la meilleure personne, dans une certaine mesure, en allant s'installer carrément à Abomey pour faire campagne, c'est la même personne qui s'est retournée après pour nous dire que oui, Patrice Talon n'était plus le bon président dans une certaine mesure. Et après, on le voit, les tiraillements, les attaques vers Patrice Talon, il n'a pas manqué de traiter Patrice Talon de tous les noms d'oiseaux. Mais vous le voyez encore, lui, tout récemment, il y a quelques jours seulement, qui se déplace, qui va encore chez Patrice Talon. Parce que la veille, peut-être, l'autre a reçu a reçu Boni Yayi. Donc, oui, c'est un homme assez insaisissable. C'est vrai qu'il faut le comprendre à la limite parfois, parce que, oui, c'est lui seul qui sait quelles sont ses convictions. C'est vrai qu'il vous dira, vous n'avez pas l'expérience. C'est ça. Vous n'avez pas fait la Banque mondiale. Vous n'avez pas l'expérience que j'ai. Donc, je vois les choses autrement. C'est clair, c'est clair. Et dans cette situation, les gens peuvent le voir comme un acteur politique insaisissable, parce que là où vous pensez que là où on l'attend, en fait, on ne le voit souvent pas là. Donc, voilà, bon, est-il à ce point insaisissable? Je crois qu'il vaut mieux s'adapter à le connaître, à la situation, et le connaître, et le suivre, d'ailleurs, parce que c'est une personne du troisième âge. Et donc, il faut mieux c'est un sage. Le gérer avec douceur. C'est un sage. Voilà, il faut le gérer avec douceur, pour ne pas se faire taper dessus. Ah, parce qu'on peut se faire taper dessus? Ah oui. Vous savez de quoi vous parlez, peut-être? De toute façon. Allez, l'autre titre qui... Donc, via lui quand même. Donc, via lui, titre, on a besoin de gens comme lui encore. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il faut vraiment les anciens là. Les anciens, parce que quand tous les anciens ne sont pas dans la maison, les gens pensent parfois que tout est permis. Bienvenue le chaos. Ce titre, donc, qui pique aussi ma curiosité, un peu plus d'ailleurs que le précédent, cette photo et ce nom qu'on ne voit pas souvent dans la presse, Décryptage Info ce matin, écrit Gestion publique au Bénin, Johannes Dayon, cette éminence grise a succès auprès de Talon. Dayon, fidélité et discrétion en amitié. Nous sommes à l'ère de la communication pour les différents acteurs politiques qui, directement ou indirectement, aspirent à diriger le Bénin. Et donc, tous les titres sont possibles à la une de tous les journaux qu'on peut avoir tous les matins. Ça ne peut pas surprendre. Je vous ai dit il y a quelques jours ici qu'il y a des jeunes qui ont commencé par balancer tous azimuts les photos de Johannes Dayon chaque jour ou chaque semaine. Ces photos sont partagées. Nous savons, sachant très bien que les ambitions sont multiples autour de Patrice Talon. Ça ne doit pas surprendre de voir que, oui, ce matin, on traite Johannes Dayon d'homme fidèle, de discret. Et on parle de fidélité, de discrétion, écoutez, beaucoup de qualificatifs. Il ne pouvait en être autrement. Johannes Dayon et Patrice Talon, c'est une autre affaire. C'est une affaire de famille. C'est une affaire au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, il est là depuis 2016 avec Patrice Talon. Il n'a pas bougé, inamovible. Donc, bon, je ne sais pas à quoi rime ce titre ce matin. C'est pour nous préparer psychologiquement à accepter la candidature de Dayon un jour. Écoutez, tout citoyen est libre d'être candidat. On n'a même pas besoin de communiquer autant. Tous ceux qui sont autour de Patrice Talon qui veulent être candidats, posez votre candidature. Mais n'oubliez pas qu'il faut les parrainages 16. Et les chefs peuvent décider autrement. Avec fraternité, Laurent Roland-Tonnerre, on va poursuivre à présent. Achat de téléphone et ordinateur de seconde main, de gros risques pour les acheteurs. C'est un grand risque. Je dis bien un grand risque. D'abord, le receleur
est jugé au même titre que le voleur. Dès lors que quelqu'un vole un instrument et vous vend ça, c'est vous. Vous êtes traité au même titre que le voleur, vous êtes jugé et vous êtes condamné. Et donc, moi je vois les gens vendre portables au coin des rues. Ils font une petite natte là, on met un portable dessus, on met un ordinateur, un portable d'occasion, vous voyez que ordinateur d'occasion, venez acheter, venez acheter. Et les gens sont là, ils essayent, on leur donne, on leur parle des fonctions du portable, ils achètent ça à vil prix, 25 000, 32 000 ou 18 000, des trucs comme ça. Il y a des portables qui sont dotés de traçabilité et beaucoup ne le savent pas. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus avec les Samsung qu'on voit ça. Vous mettez votre SIM dedans, vous activez l'option de traçabilité. Dès lors que quelqu'un achète le portable ailleurs, on vous vole ça, quelqu'un d'autre achète le portable et met sa SIM dedans, il suffit seulement que moi, j'active votre numéro, vous, Ahmed Arekpa, sur la fonction de traçabilité. Dès lors qu'un Quidam achète vole le portable et vend un autre, l'autre qui achète, met sa SIM dedans, la SIM vous envoie un message automatiquement sur votre numéro, vous. Donc, on connaît le numéro qui est utilisé dans le portable d'office. Qui est connexion ou pas. Dès lors qu'une SIM rentre dedans, cette SIM envoie un message automatiquement à l'autre SIM qui a été activée dans la fonction de traçabilité. Et du coup, tranquillement, on peut venir chercher, on peut aller chercher, on peut appeler, on peut connaître le numéro, tracer et aller arrêter celui qui a acheté le portable là. Donc, c'est très risqué. Les portables coûtent plus cher aujourd'hui. Allez dans les boutiques acheter les portables neufs, allez dans les boutiques acheter les ordinateurs neufs, je vous en prie. Les portables que vous voyez au coin des rues, c'est avec des problèmes. Il y a des cybercriminels qui utilisent des portables et quand ils finissent de faire des opérations, ils finissent de prendre de l'argent après, ils vendent ça dans les casses comme ça. Et puis après, quand on fait la traçabilité, dès lors que ce portable a été utilisé, on connaît le numéro IP du portable, on vient vous arrêter. On vous arrête d'abord avant de faire les enquêtes pour se rendre compte que vous avez acheté. Il vaut mieux aller acheter un portable neuf. Vous savez, il y a des portables. C'est vrai qu'en termes de coût, parfois c'est toujours. Pourquoi à tout prix cela revient moins cher. Pourquoi que d'acheter un portable de deuxième main. Il y a un réseau, un opérateur mobile qui vend un portable Android avec connexion, je ne citerai pas le nom de toute façon, mais c'est à 30 000 francs. C'est à 30 000 francs. Portable neuf, avec connexion, je crois c'est 90 gigas, je ne sais quoi. Ça, c'est moins cher. Vous pouvez l'utiliser. Il y a des portables simples de 5 000 francs aujourd'hui, des portables simples de 10 000, de 15 000, neufs aujourd'hui que vous pouvez acheter. Il ne sert à rien de dire je vais un portable haut de gamme et vous allez acheter ça au coin de rue à 25 000 francs. Et ça va vous coûter la prison pour 1 an, 2 ans, 6 mois. À quoi ça sert? Il faut me faire attention. La police républicaine, en tout cas, donc, qui attire l'attention des uns et des autres sur la pratique et qui précise aussi que, puisque sachant, comme je le disais, que c'est toujours moins cher que d'acheter ces portables ou ordinateurs de deuxième main, la police donc qui demande à ce que des mesures soient prises, si tant est qu'on veut donc acheter des produits de deuxième main. Déjà, la première chose, c'est d'exiger un reçu, d'accord, ou une facture, et de s'assurer aussi que l'on achète donc ces produits auprès de personnes qu'on maîtrise. Justement. Quand on a les coordonnées auprès de et là, quand vous êtes interpellé, vous le citez. Voilà, qu'on peut citer en cas de problème, puisque les problèmes, justement, sont ceux que vous avez cités. Ceux qui vendent les portables au coin des rues, parfois. Vous le voyez aujourd'hui sur ce cas. Demain, il n'est pas là. Demain, il n'est pas là. Demain, il n'est pas là. Qui vous allez citer? Faisons donc attention, très chers amis, très chers compatriotes. J'ai envie de dire. Laurent Roland, on va poursuivre avec 2 autres titres très rapidement. Alors, je vais le retrouver, celui-ci. La question de l'eau, par exemple, avec l'événement du jour, qui parle donc de déplacement des réseaux d'eau au Carrefour V de Gosse, qu'il y a des travaux à ce niveau depuis quelques jours. La SONEB annonce des perturbations dans la fourniture de l'eau. La SONEB annonce des perturbations, mais le problème c'est qu'il y a des zones dans Cotonou. Je prends la zone de Maro militaire et autres, quand vous appelez Bénin et autres, là où il y a le CSP, les gens n'ont pas d'eau depuis le lundi.
Ok. Ça, c'est un peu perturbation. Parce que quand on parle de perturbation, c'est que vous avez l'eau pour un temps donné et après, vous n'avez pas de l'eau. Mais les gens dans cette zone n'ont pas de l'eau depuis lundi. Donc, on est jeudi aujourd'hui. Et les gens sont obligés d'aller prendre du puits Roata, de l'eau en sachet ou bien de l'eau minérale. Et puis, heureusement, ceux qui ont des puits dans leur maison s'en servent. Sinon, qu'en réalité, ils n'ont pas l'eau de robinet. C'est un problème assez important. Je crois que la SONAEB ferait mieux de rapidement trouver une solution pour permettre à ces personnes. On ne peut pas être en plein cœur de Cotonou et ne pas avoir de l'eau. Quel qu'en soit le degré de l'opération qu'on mène en réalité, c'est-à-dire que ça doit être des opérations qu'on fait pour une durée donnée. On permet aux gens d'avoir de l'eau. Après, on coupe en établissant un programme très clair. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, écoutez, de 8h à 14h, vous n'aurez pas de l'eau. De 14h à 0h, peut-être, vous aurez de l'eau. Ou pourquoi ne pas faire en sorte que dans la journée, les gens aient de l'eau. Et la nuit, de 0h à 5h du matin, il n'y a pas de l'eau. On peut gérer ça comme ça. Et ça veut dire que quoi? Il faut trouver une équipe qui travaille nuitamment pour permettre aux gens de vivre. Parce que tout le monde sait que l'eau, c'est la vie. Et en cette période-ci, où les gens ont besoin davantage de l'eau, parce que c'est vrai qu'en dehors de quelques pluies, comme on sait, c'est que nous sommes dans la période d'une chaleur intense dans une certaine mesure. Donc, on a besoin d'eau dans nos maisons. C'est vrai qu'il y a un vrai paradoxe actuellement. Oui. En matinée, il y a l'abattant qui est présent. Et en journée, il fait excessivement chaud. La nuit, il fait chaud. Oui, et dans la journée, en journée aussi, il fait excessivement chaud. Oui, effectivement. Donc, je crois qu'il faut trouver le juste milieu. La SONAEB ferait mieux d'établir un programme clair et de dire aux gens, voilà, vous aurez de l'eau de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure, nous allons travailler. Et dans cette opération, je propose carrément que les équipes travaillent de nuit, de 0h à 5h du matin, et permettre aux gens d'avoir de l'eau dans la journée, parce qu'il y a des gens qui ont des restaurants dans la zone, qui ont besoin d'eau pour faire la cuisine, pour tenir le restaurant. Il y a d'autres personnes qui font d'autres opérations, d'autres travaux, qui ont besoin d'eau également dans la journée. Donc faire en sorte qu'en journée, les gens aient l'eau, ou bien, même si c'est avoir 6 heures, dans la journée, 6 heures, pendant 6 heures de l'eau, et 6 heures permettre aux gens de travailler, il vaut mieux trouver cette formule-là pour permettre aux gens d'avoir de l'eau, parce que les gens souffrent énormément dans cette zone-là et c'est pas bien. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est un liquide précieux, mais il y en a d'un peu plus précieux. À en croire le quotidien Gascani Info, une eau miraculeuse, un jus miraculeux, celui du coco. Est-ce que vous en consommez? Je vais parler de l'eau de coco. J'en consomme régulièrement. D'accord. À quelle fin? Naturellement, comme ça, pas à part une fin spécialement. Mais je sais que connaissez-vous des vertus? Je sais que c'est une eau qui a ces vertus que je ne sais pas. Exemple? Allez appeler un diététicien ou nutritionniste qui viendra vous dire. Gascani parle de jus miraculeux. Bon, moi, je ne sais pas quel miracle ça fait, mais je sais que parfois on prend ça avec du citron. Du citron, oui. Ça préserve le paludisme dans une certaine mesure. À ce qu'il paraît. C'est vrai que parfois... Il paraît que c'est bon aussi pour... que cela a des vertus... comment ça se dit? Le mot m'échappe, mais ça reviendra certainement, oui. Pour créer, c'est ça? Oui, pour aller au pieu. Enfin, bon, je n'ai pas le vrai terme, mais bon, vous voyez certainement de quoi je parle. J'ai fini de faire mes enfants, donc je n'en ai plus besoin, alors si c'est que ça. Mais non, il ne s'agit pas de faire des enfants. Ah, ok, d'accord. Il s'agit des performances. Des performances, oui, non, mais ça, c'est... Et il s'agit du précieux liquide aussi. Non, le précieux liquide, en réalité, c'est pour faire des enfants. Oui. Bon, moi, je n'en ai plus besoin. Peut-être que vous en avez besoin davantage, mieux que moi. D'accord. Donc, je vous souhaite d'en consommer davantage. On va peut-être s'en référer à Marcel Yedo, le réalisateur du jour, qui saura certainement nous en dire davantage là-dessus, puisque vous savez que Rigobert, quand il en a le temps, nous en met à disposition. Oui, moi j'en achète régulièrement. Et je le vois souvent en consommer. Marcel, oui. Alain aussi. Oui, non, c'est deux messieurs assez jeunes encore. Voilà, c'est dynamique. Qui ont besoin aussi de dynamisme, de vigueur. Et puis pas que moi-même, je n'ai pas besoin de vigueur, mais en fait, ils ont besoin peut-être du précieux liquide. Plus que vous? En qualité. Ok. Plus que moi. En qualité, en quantité? Oui, pour continuer à créer d'autres béninois. On
l'odeur. De toute façon, moi, je prie Dieu. Si c'est Ah. si c'est la l'odeur qui doit... Il y a, Qui doit... il y a Marcel qui me dit que Alain est capable d'en prendre jusqu'à 6. Ah, voilà. Non, c'est tellement il y a son objectif. On va éteindre le micro. Peut-être après Voilà, l'émission. on va faire Un micro-trottoir. on va faire une voce inter-Eden Inter-Eden. pour chercher à savoir pourquoi est-ce que les gens consomment ça. Autant le jus donc, Et vous aussi, de, vous me de direz coco, pas enfin, vous prenez ça. l'eau de coco. Non, moi j'en prends très rarement. Ils le savent tous. Bon, il faut prendre la... Ils le savent tous, ils le savent tous. Mais puisque vous connaissez une des vertus, il faut commencer par prendre ça. Merci à vous, Laurent Roland, C'est Tony moi. Kess.